Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière séance de l'Université populaire avant notre coupure d'été. Un cycle que, comme vous le savez, qui est consacré à la transmission toute cette année, conçu par Anne-Christine Taylor et Anne Lafont qui est en ligne avec nous. Je suis donc Christine Drouin, directrice du développement culturel. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Saint-Fucien. Bienvenue. Donc c'est le deuxième volet de cette double conférence consacrée à la notion de guerre transmise, qui est portée par la revue Sensibilité. Et donc voilà, je précise évidemment l'axe d'aujourd'hui, qui est la guerre transmise en salle de classe. Emmanuel, vous avez la parole après la présentation de Anne, qui va vous présenter rapidement. Je vous remercie. Oui, bonjour, c'est juste pour le plaisir d'accueillir Emmanuel Saint-Fucien, donc, qui est historien, qui est aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui travaille étroitement avec Stéphane Audouin-Rousseau, que nous recevions la semaine dernière, et avec lequel il partage donc un intérêt, et même des travaux, plus qu'un intérêt, sur la Première Guerre mondiale et le phénomène guerrier en général au XXe siècle en Europe. La particularité, je dirais, d'Emmanuel Saint-Fucien, c'est qu'il s'intéresse également à la question des mondes scolaires et que finalement, tout son travail tourne autour des relations diverses et variées qu'entretiennent l'école et la guerre. Et à ce titre, il a publié plusieurs livres, parfois en coédition, codirection. C'est le cas de l'ouvrage du numéro de sensibilité consacré à la guerre transmise, que nous a montré déjà Stéphane Audouin-Rousseau la semaine dernière, mais sur lequel reviendra peut-être en partie Emmanuel Saint-Fucien aujourd'hui. Il a aussi des livres, bien sûr, en auteur propre, dont le premier est un livre intitulé « À vos ordres », la relation d'autorité dans l'armée française de la Grande Guerre, qui est apparu en 2011, et un autre plus récent encore, de 2017, autour justement de ces questions pédagogiques en lien avec la guerre, intitulé « Célestin Freinet, un pédagogue en guerre, 1914-1918 ». Et puis, il a surtout, et c'est peut-être à partir de ce matériel-là qu'il va nous faire cette première conférence, enfin cette dernière conférence pour notre cycle, mais pour lui, c'est probablement l'occasion d'un grand tour qu'il va faire de conférences à partir de ce livre, qui paraîtra à la rentrée prochaine, si je ne me trompe pas, L'école sous le feu, et qui parle plus précisément justement de la question des remplois ou des usages scolaires de la guerre dans le cadre de l'année 2015, autour donc des attentats, à la fois celui de Charlie Hebdo et puis du 15 novembre, j'ai un doute, 13 novembre peut-être, 13 novembre, il nous dira, mi-novembre 2015, donc autour du Bataclan et un petit peu partout à Paris et alors à Saint-Denis. Donc aujourd'hui, il a intitulé sa conférence « La guerre transmise en salle de classe », et c'est un immense plaisir non seulement de l'accueillir, de passer la parole à cet éminent collègue et, quoi qu'il en dise, ami, et je t'écoute avec grand plaisir, et bienvenue Emmanuel. Merci beaucoup, chère Anne. Merci, et merci à l'ensemble de l'équipe de l'Université populaire du musée pour leur invitation. Je viens donc aujourd'hui vous présenter ce qu'on pourrait appeler une étude de cas, une étude de cas enchâssée, en quelque sorte, dans ce thème de la guerre transmise que nous avons développé avec Stéphane Audouin-Rousseau, pour rappel, un regard transdisciplinaire mêlant sciences sociales et discipline de la psyché, porté sur les processus de transmission intergénérationnelle, mais aussi intragénérationnelle des expériences de guerre. Alors, intergénérationnelle d'abord, interrogeant le poids des expériences de guerre des générations passées, pesant en quelque sorte sur les expériences sociales des générations présentes. Et intragénérationnelle ensuite, comment un combattant, comment un civil fuyant la guerre, ou déplacé, déporté, un migrant originaire d'un État en guerre, un réfugié, peut-il transmettre sa guerre à un contemporain qui n'en a aucune expérience sensible, et avec quels effets en retour? Autrement dit, de manière plus simple encore, que reste-t-il des expériences de conflits armés,
des deuils, des traumas, des violences du temps de guerre dans le temps de paix. Ces deux temporalités, guerre et paix, sont-elles séparées par des frontières fermées, closes, délimitant ainsi deux États que tout sépare, ou au contraire, les frontières sont-elles ouvertes, sont-elles poreuses, sont-elles entremêlées en quelque sorte? La question ici est un peu rhétorique, puisque l'objet de cette conférence, en développant cet exemple, c'est de montrer plutôt, je le dis tout de suite, que le temps de paix est porteur des expériences de guerre transmises des acteurs, toute la difficulté étant de les identifier, de s'en saisir et de comprendre les modes de transmission. Alors, dans l'éditorial de La guerre transmise, le numéro 10 de Sensibilité, Histoire critique et sciences sociales, dont Stéphane Audouin Rouzot a dû vous dire la semaine dernière qu'il était issu du séminaire de recherche que nous animons à l'EHESS depuis 2016, nous soulignons l'immensité de l'objet. Le phénomène guerrier, d'abord, bien sûr, dont il a dessiné les contours la semaine dernière, je n'y reviens pas, et la transmission ensuite. Car transmettre, qu'est-ce à dire? De fait, nous retenons essentiellement 4 processus, 4 formes de transmission principales. D'abord, la transmission intergénérationnelle des expériences et des traumas au sein des familles, révélée aux acteurs, par exemple, dans le cadre d'une cure analytique, sujets qui sont au cœur des travaux de Françoise Davoine et Jean-Max Godillère, dans un ouvrage qui s'appelle « La folie des guerres ». Deuxième mode de transmission, les transmissions artistiques, littéraires, muséographiques, cinématographiques, bref, culturelles. Troisième mode de transmission, les transmissions des expériences de guerre par le biais des sciences sociales, et à dire vrai, principalement par l'histoire, me semble-t-il. Et enfin, quatrième mode de transmission, adossé à ce troisième, la transmission par l'école, par les mondes scolaires, et je parle ici des mondes scolaires du premier et du second degré. C'est donc ce biais ici que je choisis aujourd'hui, qui n'est pas très présent dans le numéro, il faut bien le dire, parce qu'il avait été abordé dans un numéro de sensibilité publié précédemment, en 2020, consacré à la mort et nos morts, dirigé par Anouche Kunz, Stéphanie Sauget et Clémentine Vidal-Naquet. Aussi, du point de vue de la guerre transmise, je viens ici combler une absence, en quelque sorte, en proposant la présente étude de cas sur la guerre transmise, mais à travers un événement, et à travers un événement rabattu lui-même vers la guerre. Les attentats. La guerre transmise dans les salles de classe, dans l'institution scolaire du premier et du second degré, voilà le cas. Au regard des attentats de janvier et de novembre 2015, voilà l'événement ou les événements. L'exposé m'impose 3 remarques liminaires, un peu longues, je m'en excuse, pour lever d'éventuels malentendus ou mal énoncés, mais elles m'apparaissent ici nécessaires pour clarifier mon propos et son cadre. Première remarque liminaire, il ne s'agit pas ici seulement de la guerre transmise dans les programmes scolaires, de la question des nationalismes scolaires ou de la manière d'enseigner qui imprime ou créerait une culture scolaire de la guerre, les batailles, les grandes dates de la guerre de 100 ans à Verdun, les massacres, les génocides des guerres internationales ou coloniales du XXe siècle, inscrites dans les programmes d'histoire, d'éducation civique, de littérature ou de philosophie. Je vais les évoquer, mais à la marge. Ce n'est pas au centre de mon propos. Il y a par ailleurs une littérature assez abondante sur cette question. Je peux ici citer par exemple ici l'article de Brigitte Morand, « Guerre et conflits dans les manuels et dans l'enseignement », publié dans Tréma, une revue de sciences de l'éducation. Le livre de Yanis Roder, Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse, ou encore les chapitres sur la guerre d'Algérie contenus par exemple dans La France et l'Algérie, leçon d'histoire, dirigée entre autres par Michel Zancarini-Fournel et Benoît Falaise. Mais ce n'est pas ici mon biais principal. Mon biais, c'est ce qui a été transmis justement quand il n'y avait pas de programme, ou parce qu'il n'y avait pas de programme. Et pourquoi? Et j'en viens à ma deuxième remarque liminaire, parce qu'un événement a surgi. C'est ici l'événement qui, en quelque sorte, sert de pierre de touche, de révélateur, non seulement des expériences passées des guerres des acteurs sociaux, profs et élèves, mais aussi des modalités de transmission entre les uns et les autres dans les salles de classe, autour de l'événement ou des événements de janvier et novembre 2015.
Du point de vue du thème de la guerre transmise, le sujet est dans le sujet, ces attentats ont été associés, je vais le déployer un peu devant vous ici, à un événement guerrier, et ce de multiples façons. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont la guerre, ce sont bien des événements qui surgissent en temps de paix, dans un pays en paix, dans ses frontières. Ce sont des attentats, mais rabattus vers la guerre. D'abord par les plus hautes autorités institutionnelles, relayées par la presse et les médias, on s'en souvient, peut-être vous en souvenez-vous, on pense au fameux « Nous sommes en guerre » du Premier ministre Manuel Valls, prononcé dès le 13 janvier 2015, et plus encore peut-être à ceux du président François Hollande, répétés à plusieurs reprises dans son discours adressé au Congrès réuni à Versailles le 16 novembre 2015. Ce qui a pu d'ailleurs laisser penser à certains qu'au fond, cette représentation était imposée ou suggérée par le haut, par la seule parole politique relayée par les médias. C'est sûrement pas tout à fait inexact d'ailleurs, mais à mon sens, c'est incomplet pour décrire la réalité. C'est incomplet. D'après mes recherches, en tout cas, le sentiment et la présence d'une guerre possible, d'une guerre en train d'advenir, mais aussi d'une guerre en cours, a été partagé par de nombreux acteurs des mondes scolaires, encore une fois, élèves et professeurs, et selon des formes jamais mentionnées par les plus hautes autorités de l'État. Plus encore en novembre, me semble-t-il, après la revendication de l'attentat dans le journal de Daesh, le numéro 7 de Dar al-Islam, publié en français sur Internet le 30 novembre, qui consacrait une charge guerrière contre l'école laïque, invitant à tuer tous ces corrupteurs, c'est-à-dire les enseignants. Troisième et dernière remarque, je dois rappeler que l'événement violent a bouleversé de façon profonde les mondes scolaires qui ont été soumis à une critique sociale et politique, à mon avis, unique dans l'histoire contemporaine. Je le rappelle ici parce que, précisément, ces critiques ont, me semble-t-il, ignoré ce que la guerre fait à la transmission, ce que la guerre et ses résurgences transforment au sein des institutions, ici scolaires, l'émotion qu'elle suscite ou qu'elle ne suscite pas, la crainte qu'elle entraîne, les affects qu'elle bouleverse profondément, mais aussi très différemment en fonction précisément des générations, des cultures familiales, des mémoires ou des silences de guerre au sein des familles, des élèves et des enseignants. Sûrement, là encore, vous en souvenez-vous, le soir même des attentats du 7 janvier, tuant 12 personnes dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, dont les pamphlétaires et journalistes célèbres, Cabu, Wolinski, Tinius, Bernard Maris, Charb, Honoré, une minute de silence est décrétée dans l'ensemble des mondes scolaires du primaire et du secondaire, prévue le lendemain, le jeudi 8 à midi. Quelques jours plus tard, au lendemain d'une des plus grosses, peut-être la plus grosse manifestation de l'histoire de France, celle du 11 janvier 2015, réunissant autour de 4 millions de personnes, un chiffre est révélé. Ce chiffre, c'est 200. 200 incidents signalés autour des minutes de silence dans les salles de classe. Ce chiffre révélé par le ministère de l'Éducation nationale lui-même est diffusé par tous les médias, les réseaux sociaux, massivement, et à partir du 14 janvier au matin. Je rappelle que le 14 janvier, c'est la date à laquelle ressort le premier numéro de Charlie de l'après. Ce chiffre, 200, aurait pu, au fond, apparaître relativement insignifiant en proportion des 10 millions d'élèves que comptent les mondes scolaires. Ce chiffre va pourtant provoquer un séisme, une remise en cause inédite, à mon avis, dans la presse, les médias et les discours politiques de l'école, rendue véritablement responsable, pour ne pas dire coupable. Alors coupable de quoi ? Pour le dire très vite, coupable d'un déclin général de l'éducation et d'une négligence, voire d'une complicité dans le recul des valeurs laïques face aux empiètements d'un islam radical. Ces critiques furent aussi institutionnelles, puisqu'une commission d'enquête sénatoriale, dont le nom complet rend compte à lui seul de la nature des accusations, je vais citer le nom de la commission ici, entre guillemets, commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession. Cette commission se charge d'établir un diagnostic. Elle auditionne pendant plusieurs mois plus de 70 acteurs des mondes scolaires, dont plusieurs figures très célèbres de l'administration scolaire, et peut-être
l'une des plus célèbres parmi elles, l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, auteur d'un fameux rapport devenu éponyme, le rapport Aubin, mais intitulé en 2004 « Rapport sur les signes et manifestations d'appartenance dans les établissements scolaires ». En novembre, d'une autre façon, les mondes scolaires seront scrutés à la loupe par les médias et les plus hautes autorités de l'État investiront symboliquement les espaces scolaires comme espaces de deuil. Je rappelle que le président de la République choisit la cour de la Sorbonne, centre de l'université, université au sens de la Troisième République, c'est-à-dire l'ensemble du monde scolaire, du supérieur, du secondaire et du primaire, excusez-moi. Donc c'est là, dans la cour de la Sorbonne, à 12h, que se fige François Hollande, aux côtés, entre autres, de la ministre de l'Éducation nationale et du recteur de Paris, devant des élèves de collège et de lycée, que les responsables de la communication présidentielle avaient pris soin de placer au premier rang de l'arc de cercle formé dans la cour d'honneur, transmettant dès lors l'image d'une école du premier et du second degré au premier rang du soutien au deuil de la nation. Alors, l'exposé que je vous présente, que je suis en train de vous présenter ici, c'est le résultat issu d'un travail d'enquête mené au sein de l'EHESS et qui repose sur l'analyse des corpus de presse, des circulaires administratives du ministère de l'Éducation, mais aussi et surtout, me semble-t-il, sur le recueil de témoignages, sur un recueil de témoignages de 76 enseignants et de 158 élèves scolarisés dans plus de 80 établissements différents sur tout le territoire. Alors, si vous le souhaitez, je pourrais en dire plus dans la discussion, mais je suis obligé ici de glisser pour tenir un peu le temps de la conférence. J'ai fait ces remarques liminaires, donc pour cadrage et rappel, je peux désormais poursuivre mon propos qui va s'articuler maintenant en 4 temps relativement brefs. D'abord, le cadre ou les cadres de la transmission. Ensuite, l'impératif institutionnel de transmission. Ensuite, le surgissement des guerres et leur mise en partage au sein des salles de classe. Et enfin, la question de savoir quelles pratiques pédagogiques, au service de cette transmission d'un hors-programme lié à la guerre, se sont déployées. Quelles pratiques pédagogiques se sont déployées, sachant que, selon moi, les inventions pédagogiques, les modalités de transmission inventées hors programme, hors manuel, hors pratique ordinaire, et qui ont parfois échoué, en janvier, mais qui se sont déployés tout au long de l'année, entre janvier et novembre et après novembre, ont finalement participé à rendre possible la résistance de l'institution scolaire indélitement entrevue. Premier point, le cadre de la transmission. Pourquoi c'est le premier point? Parce qu'avant de voir ce qui a été transmis, il faut être attentif au cadre dans lequel les choses se transmettent, c'est-à-dire dans les salles de classe, dans les cours de récré, les salles des profs, au lendemain des attentats, le contexte dans lequel la transmission se déploie, et notamment celui des fameuses minutes de silence. Et c'est bien sûr par là qu'il faut commencer, parce que ce qui s'est transmis dans les salles de classe au lendemain des événements et dans les semaines qui ont suivi, janvier et novembre, s'est transmis dans des environnements profondément déstabilisés. Dans les deux cas, les événements ont modifié brutalement les interactions entre élèves et enseignants, mais aussi entre élèves eux-mêmes, entre enseignants eux-mêmes et entre enseignants et administration scolaire, que ce soit l'administration de contact, entre guillemets, les chefs d'établissement, ou, l'administration de l'arrière, rectorat, inspection. Par 2 fois, mais de façon différente, les vies scolaires ont été bouleversées par la mise en partage, ou plus encore parfois par l'absence de mise en partage d'événements déplacés vers la guerre, entrevus comme une guerre, et pas seulement, j'insiste, par le Premier ministre ou le Président de la République, mais vécus ainsi par les acteurs sociaux, élèves et enseignants. Alors, je vais donner quelques exemples très brefs sur lesquels je ne pourrai pas m'arrêter à chaque fois. Là aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion. Un seul cas pour un élève, un témoignage type recueilli d'une institutrice des Yvelines évoquant ses souvenirs d'un élève de CP. Je la cite, « Traumatisé et obnubilé par la guerre, et ces événements lui ont fait dire « Je veux être méchant, car les gentils, ils se font tuer. Depuis, ils ne dessinent que la guerre. » Chez les élèves, donc, autant que chez les enseignants. Là aussi, un seul exemple parmi beaucoup. Le lundi 16 novembre, au lycée Bergson, au 19e arrondissement de Paris, cette enseignante de SVT témoigne par exemple « J'étais abasourdi par ce qui s'était passé, ému. Les élèves semblaient l'être.
Nous avions vu beaucoup d'images à la télévision durant le week-end. Encore une fois, ce qui prégnait était la peur d'être victime d'un attentat. Ils s'imaginaient des scénarios catastrophes. La guerre ne nous avait pas échappé. Par ailleurs, plusieurs enseignants constatent ou croient constater à cette occasion des formes de reviviscence infantile d'élèves issus d'une immigration ayant fui une situation de guerre. Institutrice en RASED à l'école Romain Rolland d'Orléans, cette enseignante se souvient presque 2 ans après des attentats de janvier, je la cite, « Un petit gars de 7 ans, enfant de réfugiés tchétchènes, bien marqué par la guerre, fils de militaire atteint de stress post-traumatique, qui m'a dit un jour, quelques jours après les attentats de janvier, « À Paris, il y a la guerre ». La majeure partie des témoignages recueillis attestent que les vies scolaires ont été traversées par de vives émotions, dans un espace, l'école, où par ailleurs, ces dernières, les émotions, sont suspectes. En effet, la tradition pédagogique apprend aux enseignants à se méfier des émotions et à les écarter généralement de leur enseignement. Que l'on imagine alors les effets d'une monstration des larmes, par exemple versées publiquement devant les élèves, mais aussi du choc et des peurs exprimées, visibles, palpables, multiples, qui dès lors vont subvertir les relations pédagogiques. 55 élèves sur 156 classent, si vous voulez, le souvenir des larmes de leur enseignant ou de leur enseignante pendant les minutes de silence comme le souvenir le plus marquant de l'événement vécu dans leur établissement. Ma prof d'anglais pleurait, le prof principal pleurait. La minute du 8 janvier s'est passée en cours de latin. Mon prof pleurait, effondré et dégoûté. Ce souvenir des larmes des enseignants, en janvier, se double de mots évoquant la stupeur ou l'incompréhension des élèves. L'embarras de ne pas comprendre, de ne pas reconnaître leur enseignant. Je ne la reconnaissais plus, écrit Yasmine, une élève de 3e du collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux, en évoquant sa prof principale. Je me souviens que notre prof pleurait. J'étais choqué, témoigne une autre élève de 4e au collège Aimé Césaire aux Ulysses. La distance sociale, générationnelle, culturelle est rappelée brutalement aux uns et aux autres. Les morts de Charlie Hebdo représentent une perte culturelle et affective, parfois intime, chez les enseignants, notamment ceux de plus de 40 ans, traditionnellement de gauche, alors même qu'ils étaient parfaitement inconnus de la totalité des élèves du primaire, bien sûr, et de la très grande majorité de ceux du collège et même du lycée, et plus encore, me semble-t-il, dans les classes populaires. En novembre, en revanche, profs et élèves rendent compte de larmes partagées, et toujours, dans les témoignages recueillis, beaucoup plus facilement des larmes des autres, les profs témoignant des larmes des élèves et les élèves des larmes des profs, par une sorte de symétrie qui est assez incroyable dans les témoignages, qui n'étaient pas prévus au passage. Alors, 2 exemples, là encore, Thierry Gagné, professeur d'histoire au lycée Montaigne de Paris, témoigne en novembre d'élèves en pleurs dans la cour de récréation du lycée au cours de la minute de silence. Un autre, François Brunjon, prof au lycée Louise Michel de Bobigny, énonce d'autres larmes. Je le cite, « Pendant la discussion, une élève fond en larmes, choquée par les meurtres et aussi par la responsabilité que l'on va faire porter aux musulmans. » Les larmes, donc, mais aussi l'expression massive des peurs. Peurs multiples, peurs différenciées, mais qui s'additionnent et se croisent dans les établissements scolaires soumis à l'épreuve que représentent les attentats, à tel point que l'on peut parler, à mon sens, de l'école de l'après-attentat ou des après-attentats comme un espace d'agrégation des peurs. Peur des terroristes, peur de ses propres émotions, peur des élèves musulmans chez certains enseignants, peur des profs et des amalgames chez certains élèves musulmans, peur des parents, peur de mal faire, de mal dire, peur d'enseignants de ne pas pouvoir ou savoir encadrer les peurs différentes de leurs élèves, jusqu'aux peurs des incidents scolaires. Le sentiment de peur semble avoir imprégné les premiers contacts de l'après dans les enceintes scolaires. Juste sur ce dernier point, les incidents scolaires, j'aimerais insister sur le fait que dans les témoignages, les incidents graves ont toujours la guerre comme menace ou référence, et principalement 2 guerres, la guerre en Syrie et la Seconde Guerre mondiale, plus exactement en son sein Hitler et le nazisme sur fond d'antisémitisme.
Un professeur de lettres d'un lycée de Sevran, fréquenté par de nombreux élèves musulmans, en témoigne à propos de janvier. Je le cite. « Au final, 3 dérapages sur 1000 élèves, dont un fou rire et 2 vraies provocations, dont une par un élève au lourd passé judiciaire et un autre très marginal. Il est à noter que les 2 élèves précédemment cités n'ont fait l'objet que de remontrances verbales de la part de l'administration, alors que toute leur classe a été choquée par les propos. Je cite l'enseignant qui cite les élèves. « S'il n'y avait pas mon père, Inch'Allah, que je serais déjà en Syrie. Et, quand je meurs, ils vont faire une minute de silence aussi ?» Alors, dans ce témoignage, l'enseignant rappelle le caractère minoritaire, ultra-minoritaire même, à ses yeux, de tels comportements. Il exprime sa désapprobation, évidemment, des élèves fautifs, mais aussi de la réponse de la direction, parce que cette dernière ne réagit pas, selon lui, à la hauteur de l'émotion ressentie par tous les élèves, toute la classe. Dans certains cas, les élèves réagissent avant même l'enseignant, ce dont témoigne par exemple une prof de lettres-histoire d'un lycée professionnel de Seine-et-Marne, évoquant l'expression d'un antisémitisme effrayant. Elle écrit « Je me souviens très bien de la discussion plus qu'animée avec un élève, en particulier de mon autre classe de seconde où j'étais professeur principal, avec le fameux « ils l'ont bien cherché ». Il y a eu une référence à Hitler, qui n'avait pas tué tous les juifs, propos qui ont choqué le reste de la classe. Ce sont d'ailleurs les élèves qui sont intervenus avant moi pour s'opposer à cet élève qui leur faisait peur pourtant. J'ai fait un rapport d'incident. Alors, je glisse encore sur ces exemples pour en arriver donc au deuxième point. C'est dans ce cadre perturbé, profondément perturbé, que furent reçus, ou non reçus d'ailleurs, les impératifs institutionnels, les recommandations institutionnelles de transmission. Là encore, je ne vais pas prendre le temps de m'arrêter longuement sur un fait que j'aimerais pourtant souligner. C'est qu'au XXe siècle, à chaque fois qu'une guerre s'est déclarée, tout au long de ce siècle des extrêmes, qui est aussi le siècle de la massification des effectifs, d'abord du premier degré à partir de la fin du XIXe siècle, puis du second degré, donc à chaque fois que s'est déclenchée une guerre, les autorités administratives, scolaires, ont admis et même imposé une transformation des pratiques pédagogiques. Moratoire des programmes, leçons sur la guerre, appel au soutien matériel des élèves et à une large participation au deuil de la nation et des familles. Cette pédagogie, que l'on pourrait appeler au fond une pédagogie de guerre, s'est déployée à peu près dans tous les pays belligérants des 2 conflits mondiaux, de l'ère occidentale en tout cas. Un seul exemple, emprunté à la France, la circulaire Albert Sarraut du 30 septembre 1914 stipule, je cite, « Dans tous les pays, les fils de France salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté, la justice et le droit humain. La leçon du maître sera simple et forte. Elle devra convenir à l'âge des auditeurs. » Fin de citation. Au passage, institué en 1914, l'histoire du temps présent. En 2015, si le ministère peine à prendre la mesure de l'événement en janvier, il lui faudra une quinzaine de jours environ, il réagit immédiatement en novembre. Bénéfice tragique du retour d'expérience. Dès le samedi 14 novembre, plusieurs circulaires postées sur le site professionnel des enseignants et signées de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, invitent les enseignants à parler aux élèves, à leur répondre, à adopter des postures et des rites dont, je cite la ministre, « la forme doit prendre en compte l'âge des élèves », ce qui implique, encore une fois, mécaniquement, un moratoire, même bref, des déroulés des enseignements. Par ailleurs, comme en temps de guerre, l'événement sert aussi de cadre à des recommandations pédagogiques, dessinant ici ce qu'il convient d'appeler une culture de guerre, même brièvement, même furtivement, j'allais dire. Alors conseiller pédagogique au sein de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, l'historien Alexandre Lafont publiait le 16 novembre sur un site pédagogique des recommandations pour les enseignants dans un article intitulé « L'école au front, accompagner les élèves et leur rencontre avec la guerre ». L'école au front, accompagner les élèves et leur rencontre avec la guerre. Selon lui, il convenait d'abord de parler de la guerre en salle de classe. Je le cite. Armée, guerre, opérations militaires planifiées, armes lourdes, autant d'expressions employées par les plus hautes autorités de notre pays. Cet usage témoigne du passage d'un état de paix à un état de guerre. Notons également l'emploi constant des termes djihadistes, Daesh, État islamique, kamikaze. Tous ont un sens.
une histoire et ne doivent pas rester dans le domaine de la fascination. Selon lui toujours, je cite encore, « La parole partagée à l'école est essentielle, elle doit s'accompagner de gestes collectifs qui fondent le groupe classe et le rattachent aussi à la communauté nationale. Une séance collective d'écriture et de restitution par petits groupes ou par classe, un déplacement au sein de l'établissement devant un document ou un lieu repère permettant de lire la devise de la République, par exemple, pourront être utiles. » Fin de citation. Alors, évidemment, nous ne sommes pas à la hauteur de l'imprégnation de la guerre dans les programmes scolaires des années 1914-1918, par exemple, d'ailleurs plutôt 1914-1916, mais années au cours desquelles les rédactions, le dessin, les exercices de mathématiques, presque toutes les activités pédagogiques étaient très largement imprégnées des expériences de guerre. Néanmoins, en 2015, une pédagogie utilitariste se publie sur les sites notamment des instituts de formation de maîtres. À titre d'exemple, maître de conférence à l'ESP Paris-Sorbonne, Anthony Seron publie d'autres conseils au lendemain du 13 novembre, je le cite, « Différentes solutions se présentent aux professeurs, soit l'écriture d'une lettre ouverte à la République blessée, d'une lettre personnelle à l'assassiné inconnu, soit l'écriture d'un énoncé à vocation plus poétique, accompagné ou non d'éléments graphiques, etc., etc. » Alors, bien peu d'enseignants, à mon avis, ont lu ces recommandations. Et aucun en janvier, puisqu'elles n'ont pas eu le temps d'être pensées, ni même publiées, et encore moins publiées d'ailleurs. Donc il convient de considérer, de mon point de vue, les multiples échanges des imaginaires des guerres passées ou présentes, leur surgissement et leur circulation entre enseignants et élèves, initiant alors, et c'est mon troisième point, des modalités de transmission singulières entre profs et élèves, et réciproquement entre élèves et profs. Car c'est bien en grande partie, me semble-t-il, indépendamment des recommandations académiques, qu'une relation pédagogique s'est co-construite entre les uns et les autres. Et elle se co-construit dans cet événement singulier. Et elle se co-construit d'abord, dans les témoignages en tout cas, comme en temps de guerre, au passage, par un partage singulier entre enseignants et élèves de l'actualité, une appétence, un besoin commun de suivre les nouvelles et un besoin symétrique d'en parler en salle de classe, répondre aux mêmes besoins de savoir, de connaître le déroulé des événements, la traque des frères Kouachi, la fuite d'Amédi Koulibaly après le meurtre de Montrouge, l'assaut de l'hypercachère, de nouveau la traque, l'origine des terroristes en novembre, l'assaut de Saint-Denis le mercredi 18, à chaque fois échanger sur l'angoissant et tragique évolution du bilan des morts et des blessés. De nombreux enseignants témoignent du suivi de l'actualité en salle des classes et au cours même des événements avec les élèves, notamment sur les téléphones portables, en contradiction d'ailleurs avec les règlements scolaires qui en interdisent l'usage pendant les heures de cours. Un exemple parmi beaucoup, une enseignante de SVT encore, du lycée François Villon, cette fois-ci, à Paris toujours, je la cite, « Je garde le souvenir de la prise d'otage à l'hypercachère le vendredi 9 janvier. Les élèves de Terminal S m'en ont informé pendant l'heure d'accompagnement personnalisé, en début d'après-midi. Je leur demandais régulièrement des nouvelles de l'évolution de la situation. Leur smartphone était beaucoup plus performant que le mien. Beaucoup de tension et d'angoisse pendant cette heure d'AP, accompagnement personnalisé. Ce besoin de partager la même actualité, oserais-je dire, de suivre ensemble les nouvelles du front, s'inscrit également dans la profondeur de l'événement. Dans l'immédiateté, bien sûr, les témoignages sur le déroulé des attentats, mais aussi sur les rites de deuil, les hommages et les paroles publiques et politiques nationales, mais aussi sur la situation internationale, les guerres au Moyen-Orient, l'histoire de Daesh, les vagues migratoires provoquées par la guerre. Au lendemain des attentats de janvier, au collège Henri Matisse de Paris, l'enseignante documentaliste rend accessible des textes sur la guerre. Je la cite, « J'ai sorti tout ce que j'avais au CDI sur la Syrie, le terrorisme, Daesh, la liberté, les guerres, et j'ai fait plusieurs tables de présentation. Les ouvrages, articles ont été beaucoup lus et empruntés par les élèves et par les enseignants. » Fin de citation. D'autant plus, ajouterais-je, volontiers, qu'aucun manuel n'abordant les événements, évidemment, les enseignants durent dès lors créer leurs propres ressources.
en janvier déjà et en novembre. C'est bien le hors-programme qui s'impose dans les salles de classe. Alors là encore, que la séquence pédagogique soit un moratoire plus ou moins improvisé des enseignements mis au service du deuil ou du partage de l'émotion, ou qu'elle soit prévue pour transmettre un savoir académique, la guerre en a occupé le centre. Un exemple de chaque type de transmission. En novembre, Élodie, professeure de lettres dans un lycée de Lyon, passe un week-end d'angoisse véritable, qu'elle décrit longuement, je passe rapidement ici, à chercher ce qu'elle va dire à ses élèves. Les ressources mises en ligne ne la satisfont pas, comme beaucoup d'enseignants d'ailleurs. Selon ses propres termes, elle ne sort de la sidération que le dimanche après-midi, lorsqu'elle trouve finalement l'accroche de son cours du lendemain, le lundi 16 novembre. L'incipit du roman de Sorge Chalandon, Le quatrième mur, se déroulant pendant la guerre civile du Liban en 1982. Elle lit à ses élèves ce texte, celui d'un homme dont la maison vient d'être bombardée à Beyrouth et qui débute ainsi : « Je suis tombé, je me suis relevé, je suis entré dans le garage titubant entre les gravats, les flammes, la fumée, la poussière, je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge, etc. » Cette lecture improvisée de la professeure de français pose désormais la question 4, le quatrième point de mon exposé, qui sera très rapide, sur, cette fois-ci, les pratiques pédagogiques, j'allais dire planifiées, mobilisées au service de la transmission du phénomène guerrier. Alors, combien d'enseignants ont ainsi transmis quelque chose de la guerre? Jusqu'à quel point c'est impossible d'en offrir une pesée exacte, mais des séquences pédagogiques furent bel et bien construites avec exigence didactique, et c'est le deuxième type de transmission. Un exemple, parmi d'autres, celui d'un enseignant d'histoire géo du lycée Blaise Cendrars de Sevran. Je le cite : « Dans les jours qui ont suivi, j'ai modifié le déroulement de mes cours. Pour toutes mes classes, j'ai cherché à faire une mise au point sur Daesh et les origines de l'attentat, tout en élargissant pour les placer dans le contexte de guerre au Moyen-Orient. J'ai utilisé le blog que j'utilise en cours pour faire des mises au point, essentiellement sous forme de synthèse d'articles dont je donnais les sources pour les plus curieux, avec cartes, photos et extraits de reportages télé. J'ai également voulu aborder la question par le biais de la méthode. Avec les élèves de terminale, j'ai choisi de relier ces événements à 2 questions du programme, l'une en géographie, qui vise à employer les cartes pour comprendre les guerres contemporaines, l'autre en histoire, qui aborde le Moyen-Orient depuis 1945. L'événement, par ailleurs, fut aussi investi dans le cadre de leçons tout à fait au programme encore, particulièrement en histoire géo, dans les leçons sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dans d'autres conseils aux maîtres donnés sur le site de l'École des Lettres au lendemain du 13 novembre, il est recommandé aux enseignants, d'ailleurs, du premier degré, je cite, d'expliquer la nature et l'histoire de ce rituel, la première minute de silence. La première minute de silence eut lieu en France le 11 novembre 1919 afin de commémorer le premier anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Fin de citation. Les élèves interrogés en 2017, que j'ai interrogés en 2017, se souviennent d'ailleurs que ces événements furent aussi rabattus vers les 2 guerres mondiales par certains de leurs enseignants. Abdel, alors scolarisé au lycée Condorcet de Montreuil, écrit « La prof s'en sert d'exemple pour nous parler de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ». En 2018 encore, Véronique Rondeau, professeure d'histoire-géographie au collège François Truffaut à Argentan, dans l'Orne, raconte qu'elle a engagé une salle entière dans le concours de la résistance et de la déportation, dont le sujet était cette année-là « Résister par l'art et la littérature ». Je la cite, 5 dossiers ont été réalisés. Dans les conclusions, les attentats ont été évoqués, certains élèves ont même ajouté des dessins et des caricatures. Alors, que conclure de ce rapide exposé, de ce thème, au fait, de la guerre transmise dans les salles de classe au regard des événements violents de 2015 ? Avant de conclure, j'aimerais souligner que je n'ignore pas avoir ici peu parlé de religion. Je précise qu'il ne s'agit nullement pour moi de retrancher la question religieuse, et celle évidemment contiguë de laïcité, à l'événement. Ce serait absurde, ils sont évidemment au cœur de l'événement. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer les questions politiques et sociales, notamment celles des relégations scolaires, des inégalités territoriales, économiques, ces faisceaux d'analyse et d'explications décisives également des vies scolaires, mais qui ont été, me semble-t-il, largement énoncées au moment des événements.
Il s'agit très modestement de rajouter à tout cela quelque chose qui a été justement, selon moi, mal vu, peu vu, voire complètement ignoré. Le poids dans tous les établissements scolaires, dans les salles de classe, des bouleversements multiples provoqués par le rejeu des imaginaires de guerre transmises et les impératifs d'invention pédagogique mis en œuvre pour réajuster les pactes éducatifs et transmettre en retour un récit acceptable par tous dans les salles de classe, en dépit des émotions, des mémoires et des représentations différenciées de la guerre et de sa culture. Ne pas lui accorder sa juste place, n'est-ce pas prendre le risque de retrancher beaucoup à l'analyse? Et je voudrais vraiment terminer cette fois-ci par un dernier exemple, emprunté à un acteur des mondes scolaires. Un dernier exemple d'un tel surgissement encore de la guerre, ou plutôt des guerres, sans que ce surgissement, soit néanmoins saisi comme élément agissant sur le réel. Cet acteur, c'est l'inspecteur général cité tout à l'heure, Jean-Pierre Aubin, l'un des administrateurs scolaires les plus engagés pour une laïcité qu'on pourrait qualifier de ferme, une laïcité de combat, dont on peut lire les contours dans son dernier livre, publié en 2020, au titre évocateur, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Septembre 2020, je le précise, parce que rédigé avant l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty le 16 octobre. C'est de façon surprenante et inattendue, en toute fin d'ouvrage, presque furtivement, sans aucun autre commentaire, dans la conclusion, pour être exact, qu'il se livre, après avoir consacré tout son développement à la dénonciation de ce qu'il conçoit comme un déni de l'islamophilie, de la complaisance ou du renoncement de l'administration scolaire face à l'obscurantisme musulman. Il parle de lui en conclusion et de son émotion, évoquant donc cette émotion au lendemain du 13 novembre, aux avant-dernières pages, les deux avant-dernières pages, pages 156 et 157 pour être exact, il écrit, au lendemain du 13 novembre donc, « Ces jours-là, dans ma colère et ma tristesse, toute l'histoire de ma famille a ressurgi. Cet oncle mort en 1917 à 20 ans, dans l'impardonnable boucherie du chemin des Dames. L'inconsolable chagrin de ma mère qui se traduira plus tard par le prénom de ce frère aîné tant aimé, donné à mon frère, puis à moi-même comme second prénom. Plus j'aimais ça, juraient les revenants. Vint pourtant l'invasion allemande de 1940 pour les miens, l'exode en Bretagne. Puis le retour à Paris, la disette des années 42-44, aggravée par la grossesse de ma mère, et ma naissance, alors que le cours de la guerre se renversait à Stalingrad au prix de centaines de milliers de morts. Puis il y eut les massacres de Sétif, en Algérie le 8 mai 1945, au moment même où la France célébrait la victoire sur le nazisme. Je me souviens de la guerre d'Indochine, de la défaite de Dien Bien Phu, qui fut célébrée chez nous comme une victoire. Puis, très vite, ce fut la guerre d'Algérie. Mes copains revenus saufs, mais psychiquement éprouvés et moralement amochés. Et l'effroyable saignée des populations civiles, de 300 000 à 1 million de morts selon les estimations. Entre 1979 et 2019, les seuls attentats islamistes, à l'exclusion des guerres, ont tué 167 000 personnes dans le monde et en ont blessé plus de 450 000. Fin de citation. Ce sera vraiment le mot de la fin. Il me semble que ce sont précisément ces transmissions d'expériences de guerre en chaîne, souvent oblitérées, que l'on ne peut pas se permettre de retrancher dès lors que l'on regarde les événements sociaux marqués par la violence, et davantage encore lorsque cette dernière s'énonce comme une violence de guerre. Plus encore, ne doivent-elles pas être placées au centre de la leçon, plutôt qu'en conclusion? Et c'est peut-être justement parce qu'ils ont regardé en face les événements guerriers qu'enseignants et élèves ont, en dépit de l'ébranlement vécu entre janvier et novembre 2015, maintenu finalement debout, et jusqu'à présent au moins, l'essentiel de la communauté scolaire publique. Merci. Merci beaucoup Emmanuel, c'était vraiment très intéressant et puis en correspondance évidente avec l'exposé de Stéphane Audouin Rousseau, où on voit bien ce qui est réinvesti dans l'école finalement par rapport à des choses qui avaient été décrites auparavant. Bon, je ne sais pas si c'est possible de voir Emmanuel à l'écran, moi je vois un pupitre vide, voilà, si c'est possible.
Moi, j'ai plusieurs... C'est gentil. C'est plus facile comme ça. J'ai plusieurs questions, mais je commencerai peut-être par une première question. J'essaye de comprendre, je vois bien comme tu as circonscrit autour de 2015 comment les acteurs ont vraiment se sont appropriés des histoires personnelles ou nationales guerrières et les ont fait rentrer dans la compréhension finalement des événements tragiques qui avaient cours. Et ce qui est assez étrange, mais c'est vraiment une remarque d'ignorante et plutôt presque là de mère de famille. En fait, des événements étrangers à cette année 2015 sont beaucoup plus lient beaucoup plus étroitement les mondes scolaires et les attentats. Ce que tu sais évidemment, et je pense notamment à Mohamed Merah, à l'occasion de ces attentats. Il y avait d'ailleurs eu des minutes de silence également. Et je pense à Samuel Paty, que tu as évoqué bien évidemment en 2020 après. Donc c'est assez étrange de penser finalement que la tranche que tu as choisie, qui est une tranche de travail, et peut-être celle où c'était moins directement lié, mais qui fait écho quand même à ces événements-là. Et puis la deuxième chose que j'avais en tête en t'écoutant, et je ne sais pas quoi en faire non plus, c'est le fait qu'il n'y a pas que dans les cas d'attentats que la guerre est, comment dire, est un levier d'interprétation de l'événement traumatique ou l'événement exceptionnel et effrayant. C'est aussi le cas pour la pandémie. Et si je me rappelle bien, dans le cas d'Emmanuel Macron, alors on n'a pas eu une minute de silence, mais l'évocation même de l'imaginaire et des images de camps guerriers pour faire face à ce virus auquel nous devions faire la guerre il y a 2 ans. Donc c'est comment, finalement, je vois très bien cette année 2015, et je trouve l'exposé, la démonstration très intéressante, et comment ça se situe dans d'autres cas un petit peu similaires, mais finalement un petit peu différents aussi, qui l'ont anticipé avec Mohamed Merah ou succédé avec Samuel Paty, où là on a une confrontation énorme, ou dans le cas de l'évocation de la guerre face à la pandémie. Voilà. C'est pour comprendre à la fois la spécificité des cas que tu mets de l'avant et comment ça fait écho peut-être ou pas. J'en sais rien, hein, c'est une vraie question, avec des événements, si ce n'est contemporains, dans ce même 21e siècle, début du 21e siècle. Merci, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va, ça marche. Merci beaucoup, Anne, pour ces questions, auxquelles d'ailleurs j'apporterai aucune réponse certaine. C'est ici pour discuter en quelque sorte et amorcer une discussion, parce qu'à dire vrai, ce sont des questions complexe. Sur la première question, sur la question de la mobilisation des imaginaires de guerre à cette échelle, hein, par rapport à... Alors, d'abord, il y a la manière dont est représenté, en quelque sorte, l'événement, hein, et dont il est mis en partage. Les mots qu'il qualifie. Mohamed Merah, me semble-t-il, hein, les attentats de mars 2012, donc à Toulouse, n'est pas perçu en 2012 comme un attentat. C'est perçu comme un crime odieux, un crime antisémite. Enfin, d'abord des meurtres avant, hein, les 3 militaires à Montauban, ensuite donc les enfants dans l'école aux Aratora. Et par exemple, on avait regardé avec quelques étudiants qui m'ont accompagné sur ce projet, les pages AFP de Merah et les photos qui sont archivées sur le site de l'AFP. Les photos de 2012, sur 42 photos, il y a 2 fois le mot attentat, en fait. Dont une fois, c'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui appelle Nicolas Sarkozy pour lui présenter ses condoléances, et c'est Barack Obama qui parle d'attentat. Et le deuxième usage, je ne me souviens plus. Mais pour te dire qu'en 2012, l'événement n'est pas perçu comme un attentat théologico-politique. Il est conçu comme un crime, un massacre d'enfants odieux qui secoue la communauté nationale, mais pas comme un attentat. Et donc la guerre est en quelque sorte légèrement en arrière. Il sera perçu comme tel rétrospectivement sous l'impact de 2015, et sous l'impact de 2015, on s'apercevra,
un peu collectivement que peut-être la réponse nationale en 2012 n'avait pas été à la hauteur de l'événement. Ce qui ne veut pas dire que l'événement n'avait pas été considérablement effractif. Il faudrait peser tout ça, les mesurer. Pour l'instant, on n'a pas, en sciences sociales, tout à fait les outils pour le faire. Quant à Samuel Paty, c'est vrai, ici, ici, me semble-t-il, mais là encore, ce n'est pas pesé, c'est une interprétation, j'allais dire presque subjective, mais pour avoir comparé quand même les deux, ce qu'on pourrait appeler des sortes de revues de presse, celle de l'après-octobre, après 16 octobre 2020 et la revue de presse d'après 2015, on monte d'un cran dans la peur de la catastrophe. Et cette catastrophe après Samuel Paty, c'est très clairement le spectre d'une guerre civile, mais qui n'est plus utilisé chez certains commentateurs, chez certains journalistes, chez certains hommes politiques, comme une métaphore, comme ça pouvait l'être en 2015, mais bien comme un champ du possible, au premier degré. Au premier degré. Et là, il y a un durcissement vraiment après l'événement de Samuel Paty, mais qui sera, me semble-t-il, et là aussi c'est une hypothèse, mais il faudrait, tu vois bien les travaux en sciences sociales qu'il faudrait faire, surtout sur une institution comme l'école publique, c'est ça qui est très problématique, 65 000 établissements, 10 millions d'élèves, 900 000 enseignants, on voit bien que si on veut tenter une mesure, le travail est tout de suite colossal, et par ailleurs délicat, parce que l'institution scolaire n'est pas une institution qui se laisse ethnographier facilement, c'est parfois aujourd'hui plus facile de travailler sur l'armée que sur l'école. Bon, bref, je dis ça en passant. Et du coup, je me perds dans ma réponse. La pandémie, peut-être, comment on peut, là aussi, finalement, à un moment donné, recourir à l'imaginaire guerrier. Oui, alors ça, c'est vrai, c'est plus un sujet, me semble-t-il, d'histoire politique. Il faudrait savoir pourquoi l'équipe présidentielle et les communicants ont choisi cette métaphore guerrière, qu'il n'y avait pas, par exemple, dans d'autres pays, ou moins, et en tout cas pas cette guerre-là, par exemple. Ici, c'est l'imaginaire de la Première Guerre mondiale, qui a été, peut-être Stéphane en a parlé la semaine dernière, mais ils ont des droits sur nous, les soignants. C'était une référence directe à Clémenceau et son discours sur les anciens combattants. Ils ont des droits sur nous. C'est plus l'imaginaire de la Première Guerre mondiale. Mais ça, en effet, il faudrait voir pourquoi ces termes guerriers ont été choisis, alors que ça n'a pas été le cas dans d'autres pays d'Europe. Donc la France ici, et c'est plus l'administration politique au passage, juste sur la pandémie. En revanche, il y a eu une épreuve inédite, puisque si on veut étudier cette passerelle entre guerre et monde scolaire, il faut remarquer que pour la première fois dans l'histoire de l'éducation, l'école s'est arrêtée. Alors pas tout à fait, puisque il y a eu quelques semaines de désorganisation, puis finalement cette mise en place d'une éducation distanciée, mais l'école qui a fermé, peut-être que mais ça, c'est même la guerre, même les écoles ne ferment pas en temps de guerre. Les écoles en 14-18 sont restées ouvertes, les écoles pendant la Seconde Guerre mondiale sont restées ouvertes, quasiment toujours les écoles espagnoles pendant la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939 restent ouvertes, même comme l'aviation italienne bombarde, etc. Tout simplement parce que dans l'imaginaire politique, fermer l'école, c'est admettre la victoire de l'ennemi, puisque c'est admettre qu'on ne peut plus former les générations futures, on ne peut plus assurer l'avenir du pays. Donc, dans les traditions guerrières du XXe siècle, y compris dans les conditions extrêmes de guerre, les écoles restent ouvertes. Et là, la pandémie, pour le coup, on a vu les écoles se fermer, ce qui était une expérience sociale inédite. Bon, ensuite, il y a eu ces modes de transmission et cette invention du distanciel qui a fait qu'on ne peut pas vraiment tout à fait parler de fermeture, mais... Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que je peux poser une dernière question? Si c'est possible, je veux bien... Bien sûr, oui. Anne, vas-y, oui. J'ai une autre question d'un autre ordre. En fait, il m'a semblé que dans ton exposé, peut-être dans la première partie, tu évoquais le fait que, en conscience, si j'ai bien compris, mais tu reprends-moi si j'ai mal compris, le risque du délitement à l'issue des attentats de Charlie Hebdo était présent. C'est-à-dire que, c'est une chose dont je ne me rappelle pas et je suis très surprise que quelque chose qui était quand même extérieur à l'école, qu'il traverse l'école, qu'il trouble l'école, qu'il suspende les enseignements, qu'on invente d'autres formes de transmission et d'échange entre élèves enseignants ou entre élèves, etc. Ça, je le comprends très, très bien. Je ne comprends pas comment l'école a pu être
ébranlé à ce point-là, au point que les enseignants eux-mêmes aient eu peur du délitement. Ça, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. Et comment ça se manifeste, c'est-à-dire comment tu peux juger de ça, toi, dans ton enquête? Ou est-ce que c'est une métaphore? Ou est-ce que c'était vraiment Non, la... alors, je vais botter en touche en te faisant une réponse, c'est-à-dire que c'est une approche indiciaire. Encore une fois, il faudrait faire la pesée des choses. C'est toute la limite d'une enquête sur les mondes scolaires, d'accord ? En revanche, les indices se croisent quand même de manière tellement répétitive pour moi que je peux imaginer qu'il y a eu cette peur du délitement. Une peur d'abord institutionnelle, politique, menée en avant par des penseurs des mondes scolaires, des pédagogues ou des hommes politiques qui pensent de bonne foi que l'école publique reléguée, etc., est envahie par un islam radical, pour le dire très vite, et que les valeurs de la République ne sont plus garanties en salle de classe, véritablement, et qu'à ce moment-là, il y a le risque de tensions tellement vives qu'il peut y avoir vraiment un effritement, un délitement. Ça, c'était un discours, mais moi j'y étais attentif, qui s'est déployé à partir de janvier, à partir des incidents de la minute de silence, mais de manière, à mon sens, inédite. Le paradoxe que j'y voyais, c'était que la dernière institution qui mettait face à face, ou côte à côte d'ailleurs, des centaines de milliers d'enseignants, pour le dire très vite et beaucoup trop vite, appartenant aux classes sociales, on va dire middle class, à capital culturel plutôt élevé, et des millions d'enfants ou des centaines de milliers d'enfants de classes populaires, dans les mêmes espaces, même si tout ça doit être... la dernière institution, c'était l'école. Et à quelle institution on a reproché ce délitement, cet empiètement? C'est l'école. Bon, il y a eu tout ce discours-là quand même, il faut se souvenir, il faut relire les journaux, il faut vraiment... cette commission d'enquête sénatoriale, elle est proprement étonnante. C'est commission d'enquête contre qui? Contre l'école. C'est l'école qui est accusée. Elle est mise en accusation, tout simplement. Mais par ailleurs, il y a une deuxième peur politique. Ici, je la construis de manière indiciaire. Et c'est juste une hypothèse, c'est que les pactes pédagogiques dans les établissements périphériques, dans les établissements dits sensibles, se font par un très gros travail des enseignants et des élèves pour construire un pacte commun en dépit d'une culture sociale très différente. Et elle se fait aussi par l'attachement, d'accord ? Par une forme d'attachement. Là encore, je vais dans les caricatures, mais je redis ce que j'ai dit un peu trop vite. Charlie Hebdo, si tu veux, en janvier 2007, la culture enseignante, mais générationnelle, je parle des plus de 40 ans. Pourquoi les plus de 40 ans? Parce que les plus de 40 ans, ils ont assisté à la naissance de la télévision de gauche, Michel Pollack, Droit de réponse, émission dans laquelle Cabu dessinait, Wolinski dessinait, toute l'équipe de Charlie Hebdo ancienne dessinait. Cabu, c'était aussi un animateur d'une émission infantile, mercredi, que tous les gens de plus de 40-45 ans ont vu, ont regardé, etc. Et par ailleurs, dans une culture plutôt de gauche, laïcarde, etc., la culture pamphlétaire, la culture libertaire de Charlie Hebdo, la culture culturelle. Bernard Maris, l'un des tués, c'est l'oncle Bernard, avait une chronique sur France Inter. France Inter, c'est la radio écoutée par les enseignants majoritairement, de même que la plupart des auteurs de Charlie Hebdo étaient souvent invités dans les émissions de France Culture ou de France Inter. Il y a une sorte de proximité culturelle, politique, je vais très très vite, je vais trop vite, entre ces enseignants-là, par ailleurs souvent engagés en zone sensible aussi, par ailleurs croyant encore à une forme de méritocratie ou d'aide ou d'éducation comme aide sociale aux enfants des classes populaires, c'est-à-dire issus de l'immigration, c'est-à-dire majoritairement musulmans, qui tout d'un coup, cette communauté-là, a vécu, si tu veux, l'événement leur a rappelé leurs différences. C'est-à-dire que les enseignants ont été heurtés, profondément bouleversés, profondément choqués, là où les enfants ne ressentaient à peu près rien. Il faut le dire honnêtement, cette question. Très souvent dans les témoignages, j'ai de bonne foi les élèves qui demandent « mais qui est ce Charlie qu'on a tué ?» C'est-à-dire qu'il faut voir que dans les zones de banlieue, etc., où il n'y a pas de kiosque, par exemple, on ne voit même pas les couvertures de Charlie, on ne sait rien de ce journal qui, à l'époque, vend 15 000 exemplaires par semaine, il faut s'en souvenir, et qui est daté et qui est situé politiquement et culturellement
et qui n'est pas situé dans les classes juvéniles. Donc cette différence culturelle, elle est vécue, et je pense par exemple à quelque chose qui l'illustre très bien, c'est 4 enseignants qui se disent plutôt libertaires, d'ailleurs, je m'excuse, je n'ai pas noté, mais c'est dans Le Monde, c'est Le Monde qui est daté de quelques jours après les attentats du 7 janvier, peut-être de 3 jours, je ne sais plus, il faut regarder dans les archives, mais c'est des enseignants d'un lycée d'Aubervilliers qui se disent libertaires, ni Dieu ni maître, etc., et qui se disent en même temps bouleversés par l'événement, et un des sous-titres, c'est en gros, nos élèves ont tué nos frères, enfin, nos enfants ont tué nos frères, en quelque sorte. Hein. C'est ça un peu que ça voulait dire. C'est-à-dire, nos enfants, nos élèves, ceux pour qui on est, ceux pour qui on se bat, ceux avec qui on tente de créer, ont tué nos frères Charlie Hebdo. Et ça montre cette tension. Et donc, il y a eu, si tu veux, un feu croisé de doute, de peur, de crainte, qui s'est emparé des communautés scolaires, de toutes parts, au fond. Alors même que, lentement, à bas bruit, à mon avis, les liens se sont très vite retissés par des remédiations. Pas tous. Je ne suis pas en train de déployer un monde merveilleux où tout s'est fait. Pas du tout. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de choses. Mais globalement, si tu veux, mon hypothèse est plutôt que ça a tenu par cette remédiation, et cette remédiation regardant la guerre en face, justement pour reconstruire une forme de lien, reconstruire ce qui a été bouleversé, ce qui a été dérangé, ce qui a été profondément subverti à l'intérieur des établissements scolaires. Tu vois ? Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Si, absolument, je comprends très très bien ce qui se passe. Peut-être une ultime question, mais je me tais après, c'est est-ce que, pardon de brusquer un peu la généralisation, mais est-ce que tu dirais d'une certaine manière, puisque tu nous dis que ça s'est remodelé assez rapidement, que d'une certaine manière, cette année 2015 est loin, et que même les doutes, outre la violence, mais les doutes qui ont traversé, je dirais, cette mission de fabrique du commun de l'école n'est plus du tout chancelante. Ah non, je dis pas ça du tout. Non, je dis pas ça du tout. D'abord, je me lance pas. Je ne suis pas de ceux qui croient en la prédictibilité des sciences sociales, si tu veux. Donc, je me garderai bien de tout diagnostic. Mais non, de l'avenir, mais je parle des 5 ans qui se sont écoulés. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as je pense que les choses ont changé. Je n'en sais rien à dire vrai. Il faudrait faire une enquête, encore une fois, de savoir. Je pense que des choses ont bougé, mais que le temps est tellement dense, si tu veux. Il faut relire les essais des historiens, par exemple, qui sont publiés après janvier et avant novembre. Déjà après janvier, je pense à certains ouvrages, Pascal Horry, Denis Crouzet, Boucheron, etc., qui disent, de bonne foi d'ailleurs, que voilà l'événement du début du XXIe siècle. Prendre date, c'est l'événement, il faut relire les introductions, si tu veux. Tu as vraiment l'impression que de fait, c'était vécu comme ça. 6 ans après, 7 ans après, j'allais dire malheureusement, les épreuves, voilà, il y a eu novembre, il y a eu la pandémie. Je parle du point de vue scolaire ici. Il y a eu le meurtre de Samuel Paty en octobre. Il y a eu tellement d'épreuves sur ces épreuves-là qu'on a l'impression qu'aujourd'hui... Alors après, est-ce qu'on n'est pas aussi dans des rejets mémoriels de guerre? On sait que parfois on a besoin d'oublier. Sans doute que l'institution scolaire a aussi besoin d'écarter certaines choses qui se sont passées en 2015, en 2012 d'abord, parce que du coup, on s'est souvenu que les meurtres de Meyrat avaient été commis dans un établissement scolaire, de religieux, bien sûr, de confession libre, mais non seulement dedans, mais dans la cour de récréation, avec la mort tragique des enfants. Mais donc, ce serait très difficile, au fait, sans faire d'enquête, de répondre exactement à ta question, mais très probablement les choses ont été touchées, et dans quel sens elles peuvent se redéployer, avoir été capitalisées, s'être transformées, incapable de te répondre ici. Je comprends. Merci beaucoup, Emmanuel. Je ne monopolise pas la discussion. Merci beaucoup, Anne. Merci, Emmanuel. Alors maintenant, la parole est à la salle, et voilà, des personnes qui sont dans les allées qui peuvent vous passer un micro si vous souhaitez poser une question à Emmanuel. Je vois quelqu'un à l'avant. Oui, mais merci beaucoup. Merci d'abord au conférencier pour son exposé magnifique. Mon propos sera peut-être un peu décalé, mais je serai bien dans le sujet, la transmission de la guerre
en classe, et ce que vous avez cité de Jean-Pierre Aubin m'encourage. Je voulais évoquer le fait qu'il y a des guerres légitimes et des guerres injustes, et il me semble que la transmission ne peut pas se faire du tout dans les mêmes conditions. Je prendrai 3 exemples. La guerre de 14-18, les combattants sont partis la fleur au fusil, et lorsque mon grand-père en parlait, il en parlait plutôt comme un titre de gloire. Il y a eu ensuite la guerre 39-45, la déroute de l'armée française, les prisonniers. Mon père a été prisonnier pendant 5 ans, je l'ai connu lorsqu'il est revenu du camp de prisonniers. Il est certain que son discours n'avait rien à voir avec celui de mon grand-père. Enfin, je voudrais évoquer la guerre d'Algérie. Il se fait que j'ai combattu en Algérie dans une guerre honteuse, contraire aux principes républicains, liberté, égalité, fraternité, contraire aux droits humains, contraire simplement à la morale. Il est certain que tous ceux qui ont combattu en Algérie sont revenus avec un sentiment de honte, et par conséquent, c'est pratiquement seulement aujourd'hui que ces anciens combattants osent prendre la parole. Donc on voit que dans ces 3 situations de guerre, on a une transmission qui est profondément différente. Je voudrais ajouter que si les historiens, évidemment, jouent un rôle majeur pour raconter les guerres à l'école, c'est important aussi de faire appel aux témoins. Donc j'évoque simplement une chose, vous êtes probablement au courant, mais si vous ne l'êtes pas, c'est bien que vous le soyez. Je participe 5 ou 10 fois par an à des interventions, des témoignages dans les collèges et les lycées. Nous sommes un ancien appelé, un ancien pied noir, un ancien harki, un ancien combattant du FLN. Ces témoignages-là sont très émouvants. Les élèves parfois, et parfois d'ailleurs les intervenants, ont également des larmes. Et je crois que ces transmissions sont également extrêmement utiles. Donc je ne veux pas développer plus, mais j'aimerais évidemment connaître vos sentiments à propos de tout cela. Merci par avance. Merci monsieur pour vos questions. Alors vous soulevez ici 2 fois, au fait, de manière différente, mais 2 fois la même question. C'est la question de la mémoire, au fait, de la mémoire des guerres. Et ce que vous appelez des guerres justes et des guerres injustes, on peut les qualifier comme telles, peut-être avec le temps, le temps qui nous sépare de ces expériences de guerre. Mais au fait, leur représentation dépend, à mon avis, ou leur mémoire plutôt, dépend aussi de la permanence ou pas, des valeurs dans lesquelles, au fait, se sont déployées les mobilisations et les démobilisations. Vous parlez en général, je pense que si on rentrait dans les cas particuliers, on trouverait beaucoup d'anciens combattants de 14-18 qui rentrent dégoûtés, comme vous dites, écœurés des violences des combats, détruits psychiquement, qui peineront, d'ailleurs, qui vont peiner à se réinsérer dans la société. On trouverait une perte des valeurs ou des motivations patriotiques au sens strict. Il reste la fierté peut-être d'avoir combattu, d'avoir défendu la patrie, ça c'est vrai, mais ça s'accompagne aussi, en tout cas d'autres démonétisations. 39-40 c'est autre chose puisque c'est une défaite. L'armistice de 40 c'est une occupation, on n'est plus en état de guerre juridiquement. Il y a bien sûr la résistance, etc., qui va ensuite donc être tout le monde sait ça. Et donc la résistance est aujourd'hui encore, y compris par les historiens d'ailleurs, rabattue vers une forme d'héroïsme encore, de par son aspect minoritaire, son aspect singulier, et donc les valeurs qui président au fait à la mobilisation résistante demeurent encore aujourd'hui dans la société française des valeurs partagées, ce qui fait que cette mémoire beaucoup plus compliquée dans le cadre d'une guerre coloniale, ou plutôt une guerre de décolonisation, qui effectivement aujourd'hui ne fait plus sens, perd de son sens. Mais je ne suis pas certain que pour certains acteurs, y compris républicains, pour certains militaires, notamment très proches du général de Gaulle, et qui par ailleurs était aussi dans la résistance, ce maintien d'une certaine forme de croyance pour un universalisme, au fait, républicain qui aurait touché aussi les départements, puisque c'était des départements de l'Algérie,
vous voyez, à l'époque, ça pouvait être inséré dans une forme de croyance qui, au fond, portait des valeurs aux yeux des acteurs, des valeurs de progrès. Et ça, aujourd'hui, avec le recul, on peut les déconstruire, mais il n'empêche que, à l'époque, on peut les insérer aussi dans une forme. La forme de la guerre, la violence, etc., a démonétisé ces représentations-là. Et de fait, vous dites aujourd'hui que c'est une guerre injuste, mais je suis d'accord avec vous, hein, mais vous voyez, c'est aussi à faire de la manière. Bref. Et sur les témoignages scolaires, d'un mot, oui, bien sûr, je pense que d'ailleurs, c'était une pratique très généralisée. Moi, j'ai été enseignant dans le secondaire pendant 12 ans, de 2000 à 2012, et on avait, les collègues, on avait largement recours aux témoins, et c'est en effet une forme pédagogique auprès des élèves qui est toujours très intéressante et très efficace. Ouais. Une autre question ? Merci pour avoir patiemment développé certains points par rapport à un événement plus récent. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de la transmission de la paix, parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a comme dans les médias, il semblerait qu'il y ait comme une culpabilité par rapport au fait que la France était un empire colonial et qu'il y a eu le problème de la guerre au Cameroun, à la France-Afrique, et le massacre de Bamileke. Et donc, on peut se dire que est-ce que le corps enseignant a pour objectif de parler de ces faits qui sont un peu moins récents, mais qui pourraient justement amener comment on appelle ça, amener un recueillement, puisque s'il est demandé aux élèves de respecter une minute de silence par rapport à des attentats, est-ce que ceux qui enseignent l'histoire dans les écoles parlent de ces sujets-là et justement auraient un discours qui amènerait à la pacification. Voilà, et voilà, c'est tout. Merci, monsieur, pour vos questions. Alors, bon, il y a la question des programmes scolaires, comme vous savez, hein, qui sont établis de manière académique et qui distribuent. Alors, ces programmes sont en mutation, et ils sont en évolution, ils sont aussi adossés à des projets politiques, à des connaissances historiques. Hein. Je pense notamment au rapport Duclerc qui avait été remis à la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur les enseignements des massacres de masse et qui incluait des massacres en Afrique, notamment le tragique génocide des Tutsis. Alors ça, c'est les formes prises par la violence de guerre à l'échelle planétaire. Malheureusement, la liste est longue. Hein. Et il y a l'autre question que vous posez, c'est en quoi ces enseignements-là, ou ces transmissions-là, en quelque sorte, je ne sais pas si le mot existe, mais préventionnaire ou préventionnel, c'est-à-dire qui préviendrait du risque de guerre, hein, qui serait non seulement pacifiste, c'est-à-dire dont l'objectif est d'assurer la concorde et la paix, hein, mais qui, en quelque sorte, préviendrait des risques de guerre. Eh bien, oui, c'est tout l'objectif des pédagogues, mais c'est tout leur échec, au fait, hein, puisque malheureusement, si on élargit le spectre chronologique, ou plutôt qu'on se place de haut, l'objectif pacifiste vraiment énoncé, très largement énoncé, d'abord par les pédagogues alternatifs, l'éducation nouvelle, puis par les autorités académiques, ça date de l'après-Première Guerre mondiale. Ça n'est pas un hasard si les grands pédagogues pacifistes, Maria Montessori, Célestin Freinet, Summerhill, Libre Enfant de Summerhill, Aesnil, etc., tous ces pédagogues-là diffusent leurs travaux au début des années 20. Pourquoi ? Parce qu'ils adossent leur objectif de paix au massacre de la Première Guerre mondiale, en fait, hein, et que ces intentions sont reprises par les autorités académiques. Paul Lapie, par exemple, un élève d'Émile Durkheim, qui est recteur de Paris en 1925, écrit un texte qui s'appelle « L'ère sans violence »,
hein, et qui dit, au fait, l'objectif de l'école du premier degré, c'est de construire une ère sans violence. Hein. Donc, malheureusement, si on s'en tient à une chronologie, à une triste chronologie des événements guerriers, jusqu'à présent, en tout cas, bon, il n'est pas certain que ces pédagogies-là aient porté leurs fruits. En tout cas, elles n'ont pas empêché la Seconde Guerre mondiale, ni les guerres de décolonisation. Mais est-ce que néanmoins cette éducation entraîne une forme d'évolution vers moins de violence guerrière? La question reste ouverte. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais d'autres y croient. Une autre question dans la salle? Je me permets juste une petite chose, ça fait écho à ce que disait aussi Stéphane Audouin-Rousseau la semaine dernière sur l'échec de la transmission. Et je dirais d'une manière générale, l'échec de la transmission des enseignements de la guerre. Et jusqu'à, c'était l'exemple qu'il prenait, et je pense que ça fait écho à ce que tu dis toi aussi, jusqu'à la guerre en Ukraine, en fait, qui est l'évidence que même en Europe, voilà, oui, il n'y a pas d'enseignement de cette histoire-là, ou d'enseignement ou de connaissances civiques capitalisées pour des décisions politiques qui nous éviteraient ce type de conflit, même dans des lieux où elle a été pourtant toujours évoquée et portée à t'écouter tout au long du XXe et du XXIe siècle. Moi, j'ai peut-être une petite question. L'aspect très spécifique dans le cas de figure et qui était soulevé dans votre intervention, c'était l'aspect co-construction aussi, et qui peut-être en termes de transmission, du coup, donne une efficacité. On est justement hors programme. Les enseignants et les élèves sont livrés finalement à eux-mêmes, enfin malgré les injonctions du ministère, en réalité, ils sont livrés à eux-mêmes. Et finalement, est-ce que cette co-construction, elle crée une forme de transmission très, très spécifique et peut-être plus efficace, je ne sais pas. Et excusez-moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, et vous avez parfaitement raison de le souligner. Et non seulement en 2015, mais de manière générale, dans les guerres, alors cette fois-ci les guerres internationales, les guerres interétatiques du XXe siècle, les pédagogies ont beaucoup évolué en temps de guerre précisément pour ces raisons-là. Parce que la guerre désorganise en partie les mondes scolaires, parce qu'elle pousse en dehors des murs élèves et enseignants. Si je prends 14-18, qui est la guerre que je connais le mieux, par exemple, au début de la guerre, en tout cas, les élèves assistent avec leurs institutrices aux enterrements des maris, des directeurs d'école qui sont tués sur le front. On crée des ateliers pour envoyer des colis sur le front. On fait des colis, c'est-à-dire qu'on mutualise du travail, des confitures, on tricote, on fait des robes de deuil pour les élèves le font. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des quêtes, le sou du soldat, les élèves sortent dans les villages, dans les villes, dans les rues pour faire des quêtes. On sort pendant les guerres, les élèves sortent, ils sortent et ils transforment leur pratique pédagogique. Et les relations aussi interpersonnelles entre enseignants et élèves sont modifiées. Elles sont modifiées notamment par le deuil, par le partage du deuil, par le partage de la mort. 14-18, par exemple, le recteur de Paris, pas Lapis, c'était un autre, son nom m'échappe, avec l'inspecteur de la Somme, vont créer l'œuvre des tombes. L'œuvre des tombes, c'est confier à tous les enfants scolaires l'entretien d'une tombe d'un soldat mort sur le front et enterré à l'arrière, bien sûr, et donc qui s'accompagne de l'entretien de la tombe. On sarcle les tombes, on entretient les fleurs, etc. Tradition spécifiquement française. Au passage, on fait porter le poids du deuil aux élèves. À mon avis, c'est une tradition de 14-18. Je signale que l'Angleterre et l'Allemagne ne font pas ça, ils font autre chose. 14-18 en Angleterre, par exemple, c'est la déscolarisation massive de plusieurs élèves pour les faire bosser en atelier ou en usine. Il y a le Board of Education déscolarise 300 000 élèves pour les faire travailler dans les ateliers. Pareil en Allemagne.
Pareil en Allemagne, c'est-à-dire qu'à partir de... L'Allemagne est soumise à un blocus pendant la guerre de 14-18, donc à partir de 1916, il y a un problème de ressources. Il y a d'ailleurs des gens meurent de faim en Allemagne. Il faut se souvenir qu'il y a 700 000 civils qui vont mourir des effets du blocus. Et donc les élèves sont eux aussi sortis des salles de classe pour aller travailler, pour l'effort de guerre, pour produire. Pas en France. Pas en France. En France, on maintient les élèves en salle de classe. En revanche, on leur fait porter le deuil. On leur fait entretenir les tombes. On fait tricoter aux jeunes filles les robes de deuil. On fait porter les messages par les garçons. On les emmène aux messes d'enterrement. C'est une tradition qui va perdurer tout au long du XXe siècle. Je rappelle qu'en 2008, le président Sarkozy voulait confier aux élèves de CM2 la mémoire d'un enfant déporté. Finalement, ça ne va pas être fait. Et me semble-t-il, si je peux me permettre, cette insistance sur la minute de silence au lendemain du 7 janvier s'inscrit dans cette tradition de l'intégration citoyenne des élèves par le partage, par la demande, par la mise en partage du deuil. Or, à mon avis, ici, il n'y avait pas de mise en partage en janvier, et encore moins chez des élèves tout petits. Des minutes de silence ont été décrétées en maternelle ou à l'école primaire. C'est quand même, et je pense que ça s'inscrit dans une tradition de guerre. Mais j'ai un peu pris des chemins de détour. Je reviens juste sur cette question pédagogique, parce que je parlais tout à l'heure, monsieur, des pédagogies préventionnaires, mais les éducations nouvelles, là encore, en Europe, elles se déploient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Roger Cousinet, Célestin Freinet, eux-mêmes, tout ça, c'est des anciens combattants aussi, des anciens combattants de 14-18, ou des instituteurs ou des institutrices qui ont enseigné pendant la guerre et qui ont vu leurs pratiques se modifier par l'expérience et par l'épreuve commune de la guerre. Et en effet, j'allais dire comme par hasard, ces pédagogies nouvelles se déploient en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale, à mon avis, en France en tout cas, parce qu'elles ont montré aux républicains, aux enseignants républicains, qu'il pouvait y avoir un partage des tâches, un partage des émotions, une pédagogie hors les murs, une horizontalisation quelque part, en tout cas une déverticalisation de l'autorité, une forme de proximité liée par l'épreuve. On suit les nouvelles, encore une fois, on suit les nouvelles ensemble, on suit les nouvelles du front ensemble. Et donc ce partage-là, encore une fois, n'a pas entraîné le délitement des mondes scolaires, contrairement à ce que pensaient les pédagogues républicains de 1914, et qu'il a donc permis, en quelque sorte, l'invention des pédagogies nouvelles et leur diffusion à partir des années 20 et 30. Encore une question dans la salle ou madame? J'ai personnellement du mal à considérer les attentats, le terrorisme, comme la guerre. Pour moi, la guerre, c'est autre chose. Une guerre, on choisit son camp, on est convoqué à intervenir. Quand on n'intervient pas, c'est un choix aussi. Pour caricaturer, dans les années 40, on est résistant ou pas, et on s'engage ou pas dans la guerre d'Algérie. Pour moi, les attentats terroristes, moi je peux remonter jusqu'aux les attentats des années 80, c'est complètement autre chose. On n'est pas du tout, on n'est pas convoqué à s'engager, sauf très, très, très indirectement. Mais par contre, les terroristes, eux, parlent de la guerre et font référence à des guerres qu'on peut considérer comme extérieures, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit la situation en Irak, en Syrie, etc. Mais pour les terroristes font directement référence à ces guerres, qui sont des vraies guerres dans le langage commun le plus. Et qu'est-ce qu'on transmet ? Moi, j'enseigne en maternelle. J'aime vous dire que j'ai fait ni la minute de silence, ni parler de quoi que ce soit avec mes élèves. Mais de quoi ils parlent, ces profs, quand ils parlent de la guerre? Voilà, qui est... Enfin,
je pense que les jeunes, les élèves évoquent forcément les conflits auxquels les terroristes font référence, non pas pour légitimer ou justifier quoi que ce soit, mais c'est une évidence, on est obligé d'entendre cette référence. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Merci beaucoup. D'abord, il y a un on, je commence par la fin, il y a un on trop large. Il faudrait que vous me disiez à quel on vous pensez, c'est-à-dire quoi dans les programmes. Ça, c'est sur les sites. Vous regardez les programmes et vous verrez qu'il y a des leçons sur les guerres au pluriel. En effet, professeur, enseignante en maternelle, en primaire, en haute primaire, en bas de collège, 6e, 5e, en collège, en terminale. Tout ça, bien sûr, dépend, l'adresse dépend des élèves et des configurations. Donc tout ça, voilà. Je remonte au fait dans le sens à rebours de vos questions. Je suis mal exprimé peut-être sur pédagogie de guerre. Ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire qu'on enseigne la guerre, pas du tout. Ça ne veut même pas dire qu'on la défend. Ça veut dire qu'on mobilise des outils pour comprendre la guerre, pour la cerner, et éventuellement, vous voyez, ça peut s'accompagner d'un discours défensif de paix. C'est d'ailleurs très souvent adossé, au fait. Une institutrice qui va lire un extrait d'ouvrage de littérature, je ne sais pas, un Max et Lily sur la guerre et la paix, par exemple, et qui va ensuite mettre ses élèves à dessiner voilà, et où les enfants vont décider des armes à feu, des scènes de guerre, de fait, avec des hélicoptères, par exemple, toutes les écoles près de la rue La Mauricière, près de la porte de Vincennes, où les hélicoptères ont survolé Paris. Je veux dire, il y a des dessins d'élèves qui sont d'ailleurs archivés aux archives départementales, qui sont pleines d'armes, qui sont pleines et y compris pas seulement à Paris d'ailleurs, parce que ces images ont circulé dans les médias, etc. Donc, ce qui surgit de la guerre et ce qui est pris en charge par les enseignants à ce moment-là, c'est ça que j'appelle une pédagogie de guerre. C'est une pédagogie aussi, peut-être il faudrait le formuler plus justement, une pédagogie en temps de guerre. Et j'en reviens donc au début de votre question, le premier point, pour différencier en temps de guerre, ça ne veut pas dire vous avez parfaitement raison, et j'espère que ne pas avoir dit ça, et en tout cas je me suis peut-être mal exprimé, mais il ne s'agit bien évidemment pas de guerre. C'est ressenti parfois d'ailleurs, il faudrait voir quand exactement, quand est-ce que ça s'effrite, à quel moment exactement, pas par tous d'ailleurs, c'est ressenti par qui, vous avez raison, quel est ce on, quelle est la pesée, mais encore une fois, il faudrait un programme de recherche de plusieurs dizaines de chercheurs pour mesurer jusqu'à quel point ça a été mis en partage. Ce que je vois dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est que c'est ces surgissements de la guerre, les imaginaires de guerre, les souvenirs de guerre, les mémoires de guerre, les craintes de guerre. C'est cet ensemble de nuages, si vous voulez, si j'ose dire, de faisceaux qui mobilisent l'image de la guerre. Et le dernier point, qui est le premier de votre question, guerre dans le langage commun, en effet, aujourd'hui, en début du XXIe siècle, il est soumis à de profondes variations. Je vous renvoie à un article, Ni guerre ni paix, de deux sociologues, Dominique Linhart et Cédric Moreau de Bellin, qui montrent, mais ce ne sont pas les seuls, c'est cet article-là que j'ai en tête pour l'instant, qui montre que justement les formes de guerre interétatiques, telles qu'on les a connues au XXe siècle, sont de plus en plus rares en réalité, que les formes juridiques de la guerre, je rappelle que Vladimir Poutine n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, par exemple. C'est-à-dire que juridiquement, en poussant l'absurde, on pourrait dire que ça n'est pas une guerre, parce qu'une guerre est délimitée en droit par une entrée en guerre, une déclaration, elle se termine par un armistice, etc. Il y a les définitions juridiques, il y a les définitions culturelles, il y a des définitions, vous voyez, et que ces définitions-là, elles sont tellement aujourd'hui, avec les fins d'armée de conscription, avec les évolutions technologiques, etc., qu'elles sont soumises elles-mêmes, ces définitions de guerre, à de fortes variations sociales. Mais vous avez raison, et parfaitement raison, et je le redis ici, un attentat n'est pas une guerre, très clairement. Il n'empêche qu'il fait surgir à ce moment-là, il fait surgir des images de guerre. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Saint-Ficien. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons terminer cette séance. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée, un peu plus tard que la rentrée, à partir du mois de novembre, pour la suite de ce cycle sur la transmission. Je vous remercie. Bonne soirée et bon été. Merci, Michel. Bravo.